Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'actualité ces derniers jours, vous le savez, elle a été marquée par 2 semaines de campagnes électorales, une période habituellement de business, mais quelles sont ces activités économiques qui se déroulent autour de la campagne? La période a-t-elle été celle des bonnes affaires pour les prestataires de services? Eh bien, le sujet sera débattu en décryptage. Juste après, nous irons à l'université d'Abomey-Calavi où les étudiants de la faculté des sciences agronomiques font déjà leur premier pas dans l'entrepreneuriat agricole à travers la transformation de leur production. Quel peut être l'impact de cette initiative sur l'économie locale? Eh bien, nous en parlons en dossier de la semaine. Bienvenue à Wikeko. Wikeko que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Nadège Omoladesani. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelle serait donc la conséquence de la non-qualité de service sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage de Philippe entendu. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui manipulent même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme si tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'on ne dise qu'il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1,2 million entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, certification client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si l'entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyenne de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur.
Sans la terre, pas de vie. La terre nourricière est une ressource essentielle à la survie de l'homme, mais elle est aujourd'hui sous menace de l'emprise humaine. Le 22 avril dernier, comme tous les ans d'ailleurs, la communauté internationale sensibilise et réfléchit à la sauvegarde de la terre en mettant l'accent sur le climat et l'éducation. Amandine Aniamoussou. Célébré pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental le plus important au monde. Cette journée est célébrée pour rappeler à tous que la Terre et ses écosystèmes nous soutiennent et nous nourrissent durant toute notre vie. C'est aussi l'occasion de renouveler l'engagement collectif à vivre en harmonie avec la nature. Il s'agit réellement de réaliser un geste concret pour l'environnement. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, la Terre s'épuise et c'est la faute de l'homme. Le travail de près de 400 experts révèle que les animaux sont en danger. Un animal sur 20 est menacé d'extinction, l'eau douce risque de disparaître, les forêts diminuent chaque jour, les industries amplifient le réchauffement climatique. La Terre est à bout. La population humaine mondiale est devenue tellement importante qu'elle dépasse déjà les ressources nécessaires à sa survie. Si rien ne change, un homme sur 10 disparaîtra dans quelques années. La terre nourricière entre éducation et changement climatique, c'est le thème de l'édition 2019 de la Journée de la Terre. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris encouragent la coopération internationale entre les parties en matière d'éducation, de formation, de sensibilisation et de participation et accès à l'information. Économiser l'eau, polluer moins, utiliser moins de produits chimiques et militer pour l'amélioration de la qualité de l'air, voilà quelques astuces pour sauver cette terre nourricière. Se préserver du paludisme doit être une préoccupation pour la femme enceinte. Sa santé et celle de son enfant en dépendent. Elles sont nombreuses à l'ignorer, mais le paludisme peut coûter la vie à l'enfant dans le ventre de sa mère. De l'avis d'un gynécologue, le paludisme peut entraîner chez la femme enceinte plusieurs conséquences. Edwige Agosso, Estelle Pazou. Le paludisme et la grossesse ne font pas bon ménage. L'infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique. Cela donne la fièvre le plus souvent et rien que l'effet mécanique de la fièvre peut provoquer l'arrêt de la grossesse. C'est-à-dire que le fœtus ou l'embryon va mourir au sein de la mère. Donc la grossesse est ainsi détruite si on s'exprime en termes vulgaires. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'elle a le palud, elle perdrait systématiquement la grossesse, mais c'est le risque majeur. Ensuite, c'est qu'il y a plein d'autres conséquences. Il se peut que, à cause du paludisme, le fœtus ne se développe pas correctement. Donc, à la naissance, le poids de l'enfant sera petit. Il se pourrait aussi que l'enfant, à la naissance, hérite des parasites et fasse le paludisme à la naissance, ce qui peut lui être fatal. Le paludisme pendant la grossesse peut également provoquer un accouchement prématuré. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, 25 millions de femmes tombent enceintes chaque année en Afrique tropicale. 6 millions sont atteintes de paludisme et 10 000 en décèdent. Pour minimiser les risques, les médecins ont pensé au traitement présomptif intermittent. On leur donne un traitement à base de comprimés d'un antipaludéen. On leur donne systématiquement un traitement quand la grossesse a 3 mois et 1 semaine et un deuxième traitement au moins 1 mois après. Donc on peut donner 3 traitements lorsque la femme est faible, entre griffes, c'est-à-dire qu'elle a une maladie surajoutée, comme par exemple elle a le VIH, on lui donnera 3 possibilités de traitement présomptif au lieu de 2. Mais au-delà, la femme enceinte doit être active en matière de prévention, à commencer par la lutte contre le vecteur du paludisme.
Cela passe par l'utilisation des moustiquaires imprégnés, de pulvérisation d'insecticides dans les maisons comme dans les broussailles environnantes, le traitement des eaux stagnantes, l'éviction de poches d'eau stagnante. Donc les poubelles, il faut les fermer, les vieux canaris, il faut les jeter. Tout ça donc fait partie des soins ordinaires que l'on peut prendre. Les enfants et surtout les femmes enceintes demeurent les couches les plus vulnérables à protéger contre le paludisme. À cette fin, l'OMS invite les États où le mal sévit à renforcer les systèmes de santé et à mieux diffuser les moyens de lutte existants. Le 23 avril est une date symbolique pour la littérature universelle. Cette date a été retenue par la communauté internationale pour célébrer le livre et le droit d'auteur. L'objectif est de promouvoir le plaisir de lire. Tout comme l'artiste, l'écrivain doit pouvoir jouir du fruit de son travail. L'écrivain béninois est-il pris en compte quand on parle de droit d'auteur? Florent Kouaouzoti en parle au micro de Samson Thiomo et Amandine Anyamboussou. Lorsque vous êtes musicien, lorsque vous êtes écrivain, eh bien, généralement on vous demande qu'est-ce que vous faites en plus. Parce qu'il n'est pas évident que vous puissiez jouir de manière totale, de manière effective, des droits qui sont liés à ces activités-là. Les écrivains ne sont pas des salariés, c'est à partir de leur prestation qu'ils sont rémunérés. Et cette rémunération-là subit un certain nombre d'aléas. Par exemple, un éditeur peut vous dire que vous n'avez pas suffisamment vendu le livre. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? On peut vous appeler pour faire un atelier d'écriture et à la fin, on vous dit non, mais il n'y a pas suffisamment d'argent, il n'y a pas suffisamment de gens inscrits. Donc, il faut encadrer tout cela. Il faut faire en sorte que l'écrivain puisse percevoir de manière juste les rémunérations qui sont liées à son activité. Il y a des mécanismes qui permettent de suivre un peu le comportement d'un livre sur le marché. On peut souscrire à des mutuelles, faire en sorte que ce qu'on écrit soit surveillé, mais ça existe énormément de dépenses et d'investissements intellectuels que la seule structure qui puisse le faire, c'est encore une fois le Bibédra. Ce sera tout pour le mini-journal. Restez avec nous pour la suite de cette émission avec Roch Aurélien. Accueille-nous. Nadège Sani. Et tout de suite, nous allons parler des campagnes électorales. Vous savez, les campagnes pour les élections législatives se sont achevées vendredi dernier. Rassurez-vous, nous ne voulons pas parler de politique dans cette émission, mais nous allons parler justement des activités génératrices de revenus autour de ces campagnes électorales. C'est bien de ça que nous allons parler dans un instant. Ils sont là, mes confrères. J'ai le plaisir de présenter Nelson Avademe. Bonjour. Bonjour, Oli. Merci d'être là. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. Merci. Et en face de vous, Gédéon Wegba. Il est journaliste au service de l'information de la Radio Nationale. Il est analyste économique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Nelson, dites-nous, pensez-vous, comme certains, que la période des campagnes électorales est une période d'opportunité, une aubaine d'affaires à ne pas rater? Absolument, la période de campagne électorale est une période de grosse business. C'est une période où beaucoup de Béninois font de bonnes affaires parce que tout le dispositif, toute la logistique qui rentre en ligne de compte dans la campagne est demandée par les hommes politiques, et donc les Béninois qui se trouvent dans différents secteurs d'activité fournissent ce service-là. Je crois que c'est une belle opportunité où véritablement il y a de la surenchère aussi, parce que voyez-vous, c'est au plus offrant que cette logistique est offerte, donc beaucoup de Béninois en profitent pour voir leur chiffre d'affaires monter. Voilà, nous allons voir au cours de cette émission si effectivement le chiffre d'affaires des Béninois a vraiment augmenté. Mais avant, Gédéon, dites-nous quelles sont ces différentes activités génératrices de revenus entretenues autour de la campagne électorale.
Oui, elles sont multiples et multiformes. Il y a les imprimeurs, les graveurs, les artistes, les locataires de maisons, de voitures et autres. Il y a beaucoup d'activités connaissent que les gens demandent généralement, même les journalistes ou la publicité dans les journaux et autres. Tout à fait. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les différentes catégories socio-professionnelles que vous avez citées ont pu profiter de ces campagnes électorales en termes de rentabilité? Non, pas de la même façon comme auparavant, c'est une évidence, parce qu'il n'y a que deux partis aujourd'hui qui sont en course. Et les deux partis qui sont en course n'ont pas déployé les mêmes moyens qu'on voyait auparavant. Donc il est d'une évidence qu'il y a quelques baisses enregistrées au niveau des activités, et surtout des imprimeurs qui auparavant faisaient beaucoup de choses, des affiches, des calendriers et autres, les effigies, les gadgets pour être plus chaud là et plus direct. Et tout ça, ça a fait que le chiffre d'affaires, comme vous l'avez évoqué, a baissé pour ces gens-là qui profitent de cette période pour se faire un peu d'argent. Voilà. On dit que c'est une période où il faut se faire beaucoup d'argent. Certains sont même allés faire des prêts pour acheter des chaises, des bâches, etc. et finalement n'ont rien eu. Est-ce que cette période est vraiment celle d'une opportunité telle que vous avez commencé à le signifier à l'entame de ce débat? Oui, cette période est une période d'opportunité, mais nous sommes dans un contexte particulier pour cette campagne électorale qui s'est achevée le vendredi passé, parce que Gédéon le rappelait à l'entame, il y a eu seulement 2 partis en lice. Et donc, lorsque la demande n'est pas aussi forte, vous voyez et qu'il y a assez d'offres, forcément le produit ne coule pas. Voyez-vous, quand vous prenez par exemple les imprimeurs qui avaient l'habitude de faire beaucoup d'affiches, et les affiches, les affichettes, ainsi de suite. C'est 2 parties seulement, et donc la demande elle est vraiment réduite. Quand vous prenez le secteur de location de véhicules, il n'y a pas eu beaucoup de location de véhicules, et même au niveau des chaises et bâches ou les grands meetings. Et l'autre chose qu'il faut observer aussi, c'est que cette fois-ci, pour cette campagne, j'ai l'impression, en tout cas le constat est là, que les 2 partis ont opté pour une campagne de porte-à-porte. Et lorsque c'est ainsi, voyez-vous, toute la logistique qui doit être déployée lors d'un meeting ne l'est pas. Et donc, les commerçants, tous ceux-là, même la bonne dame qui vend de l'eau fraîche, qui doit pouvoir être sur un lieu de meeting pour proposer de l'eau aux gens, n'a pas cette opportunité. Et donc, c'est un fait que cette campagne n'a pas été une campagne génératrice de revenus pour les activités économiques qui sont autour. Et ça dit qu'on est en train d'exclure ceux-là qui profitaient justement de ces occasions pour faire de bonnes affaires. De fait, ils sont exclus parce que, voyez-vous, c'est vraiment compliqué. Vous avez énoncé quelque chose tout à l'heure, c'est que des gens sont allés même faire des prêts parce que voyant la période venir, ils sont allés contracter des prêts pour avoir en tout cas les produits à disposition. Et donc lorsque vous faites cela et que vous constatez que la demande n'est plus là, c'est votre chiffre d'affaires qui baisse, vous avez des dettes puisque vous devez pouvoir rembourser les prêts et vice-versa. Et donc, je crois que l'activité économique qui s'observe autour de la période électorale est souvent, je dirais, est souvent subjective par rapport à toute la politique, je dis la politique qui est développée. Et donc, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes et donc, forcément, il y a une chute drastique de l'activité économique autour de la campagne électorale. Je vais renchérir. Oui, allez-y. Il y a même une dimension sociale dans cette affaire-là. Parce que quand vous voyez les artistes qui viennent prester, on leur donne quelques sous. On a vu sur les lieux de meeting des artistes chanter. Pas de la même façon que les autres, que lors des autres élections. Pas de la même façon. Il y a quelques artistes. Je parle de la grande majorité des artistes qui saisissaient ces occasions pour se faire quelques sous. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu en quantité. Donc, vous voyez ceux-là, ils sont restés sur leur faim. Il y a aussi les restaurateurs qui profitent aussi de cette opportunité
pour se faire un peu d'argent, parce que l'activité de la restauration n'est pas aussi dense au Bénin. Mais d'une donc les manière gens ou profitent d'une toujours autre, pour prendre des commandes ici et là, et peut-être puis que pour se ceux faire qui un peu avaient d'argent pour rentabiliser un peu les ceux qui affaires. avaient l'habitude de profiter de ces occasions n'ont pas peut-être eu la chance cette fois d'en profiter, que c'est d'autres personnes qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Tous les secteurs ont été touchés, même si ce n'est pas au même degré. Tous les secteurs ont été touchés. Vous n'allez pas me dire que les imprimeurs aujourd'hui ont eu de la côte, même si on a vu quelques affiches dans la ville. Ce n'est pas aussi de la même façon que lors des autres élections. Et le secteur de location de véhicules, ce n'est pas la même chose. Et les autres secteurs, ce n'est pas la même densité qu'on avait avant. Donc on peut dire aujourd'hui que les législatives n'ont pas impacté l'économie outre mesure. Je peux le dire comme ça. Vous pensez que ces législatives, surtout ces campagnes électorales, n'ont pas véritablement impacté, mais d'aucuns vous diront que c'est totalement le contraire, parce qu'eux, ils ont pu tirer la part du lion, comme on le dit. Est-ce que c'est parce que cela a été concentré à un niveau donné que cela s'est ressenti de cette manière? Non, pour faire une analyse économique, on ne tient pas compte d'une ou deux personnes qui en ont profité pour tirer les conclusions. Je crois qu'il faut tenir compte de la masse, et Gédéon le disait tout à l'heure. Oui, certes, il y a des gens qui en ont profité, c'est une évidence, mais tant que la grande masse, quand vous prenez par exemple l'élection législative de 2015, où il y avait une véritable parce qu'il y avait une pluralité de partis politiques en compétition. Déploiement de l'activité économique, où tout le monde en tout cas en a eu pour son compte. Et voilà, donc aujourd'hui, ceux qui en ont eu pour leur compte ne peut pas dire que, écoutez, il y a eu véritablement des activités économiques. Non, c'est le constat est là sur le terrain, et tout le monde est unanime. Voyez-vous, vous allez dans n'importe quel secteur d'activité économique, les gens se plaignent, disent, mais écoutez, nous n'avons jamais vu cette campagne, parce que nous n'arrivons pas à faire écouler nos produits et tout. Donc je crois que il faut tirer les conclusions et constater que pour ces campagnes électorales, l'activité économique n'a pas prospéré, et voir au-delà du fait du nombre très réduit de partis politiques, et voir qu'est-ce qui pourrait, c'est-à-dire quelle stratégie en fait il faut plutôt trouver pour que les activités économiques au niveau de c'est-à-dire ne soient pas seulement concentrés au niveau de la campagne électorale, que ceux qui sont dans différents secteurs d'activité ne puissent pas penser que c'est seulement au niveau de la campagne électorale qu'on puisse tirer des dividendes. Je crois l'un dans l'autre que c'est quand même déplorable, parce que voyez-vous, pour cette rareté de bénéfices observés, cela se fera ressentir sur les foyers, évidemment. Absolument. Et donc, voyez-vous... Mais quelque part, c'est juste deux semaines de campagne. Hein. Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit à dire que ça n'a pas véritablement impacté quelque part? Est-ce que ce n'est pas une manière d'amener justement les campagnes, les candidats à moins dépenser lors de ces élections et à assainir les finances? Non, là, vous mettez plusieurs idées ensemble, là. Parce que quand on parle des législatives, quand on parle des élections depuis 90 à aujourd'hui, c'est un choix que nous avons fait. Oui. Depuis 90, on a décidé, avant il n'y avait pas d'argent, on en parlait tout à l'heure, en off. Il n'y avait pas d'argent en politique avant. Mais depuis 90, on a opté pour les campagnes à l'américaine. Oui. C'est ça. L'option américaine qu'on a faite, on a subi. Mais ce n'est pas sans conséquence sur l'économie, comme on l'a dit. Avant, quand il y a une élection législative, tout le monde ressent. Même si ce n'est pas dans tous les foyers, la grande majorité ressentait ça, parce qu'il y avait des petits business, comme on l'a dit, que les gens faisaient, et gagnaient un peu d'argent. Ici, maintenant, ce n'est que deux partis qui ont fait, avec les moyens de bord, comme on le dit. Et c'est vrai que ça s'explique avec le choix politique qu'on est en train de faire. Et puis on dit qu'on veut quitter ce système maintenant pour aller à l'ancien système. Est-ce que nous nous sommes préparés pour ça? C'est là la question. Parce que ceux qui le font, jusqu'à aujourd'hui, les Américains sont toujours dans cette dimension. On fait des levées de fonds aux États-Unis pour faire une campagne électorale. Donc les hommes d'affaires sont là, les hommes puissants sont là pour accompagner le candidat dans sa politique.
Ou soit vous acceptez que l'État vous finance et vous faites la campagne en fonction du budget décaissé par l'État. Donc, c'est 2 options aux États-Unis. Ici, nous avons décidé de faire la campagne avec nos propres moyens. Donc, laisser les gens faire la campagne, comme on dit, c'est une messe. Et chacun fait son jeu, et chacun fait ce qu'il veut faire. Mais ici, on a réduit ça à 2 parties, et ça a limité un peu les moyens, et ça a fait que tout le monde a ressenti que la campagne n'a pas été vraiment au rendez-vous. Ça n'a pas apporté quelque chose à l'économie, une plus-value, comme on le dit. Qu'est-ce que cela peut induire comme conséquence plus tard? Non, comme il le dit, ça va se faire ressentir dans les foyers. Ceux qui, au moins, je prends un imprimeur, par exemple, qui faisait les yeux doux à un homme politique, pas des gagnés. En janvier, il a fait des calendriers, il a offert des trucs comme ça, pensant que lors de la campagne, il donnerait quelque chose. Et il n'a rien maintenant, mais c'est une évidence. Il va sentir ça. Ça aura un impact sur sa vie. Et idem pour celui qui fait la location de véhicules, qui aujourd'hui n'a rien fait pratiquement pendant cette période. Il va le ressentir. Donc, quand c'est comme ça, ça porte un coup sur l'économie. C'est une évidence. Non, on voit à peu près quels peuvent être ces impacts sur l'économie, les conséquences également. Nelson, en dehors de ces quelques facteurs que vous avez énumérés qui justifient aujourd'hui le fait que les prestataires de services n'aient pas profité abondamment, comme par le passé, de ces campagnes électorales, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi expliquer cela? Oui, il y a la morosité économique qui est dans le pays, qui sévit dans le pays depuis 2016, osons le dire. Et donc, cette morosité économique ajoutée maintenant, je dirais, à 2 partis seulement politiques qui vont aux élections, voyez ce que ça donne. Et même nous aussi, parlons des entreprises de presse qui, pendant cette période électorale, étaient vraiment sollicitées. La direction commerciale des entreprises de presse était vraiment sollicitée pour des publics reportages. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. Quand vous faites un tour dans les entreprises de presse, beaucoup vous diront, écoutez, nous n'avons pas eu un seul parti politique qui nous a sollicité pour un public reportage. C'est un problème. C'est un problème parce que c'est une période aussi pour renflouer les caisses de l'entreprise de presse, pour pouvoir faire face à toutes les charges. Donc c'est un problème. Et donc je pense que cela a vraiment joué. On pourrait vous dire que nous sommes depuis 2016 dans le serrage de la ceinture et que la campagne des législatives est aussi passée par là, mais constatons ensemble que l'impact sur l'économie, l'impact dans les foyers, l'impact sur la vie des populations, il est là et donc on pourrait tirer les conclusions. Merci à vous Nelson. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin. Je vais vous laisser. Ah bon c'est passé. Oui, c'est passé. Mais je vais vous laisser 1 minute pour votre mot de fin, Gédéon Weber. Je vais rectifier rapidement un pan de son analyse. Je pense qu'on n'est pas complètement en morosité économique. Il y a une forme de reprise économique actuellement, même si ce n'est pas encore vraiment une vraie reprise, avec les infrastructures, la construction des infrastructures ici et là. Bon, il y a quelques gens qui trouvent un peu leur compte, mais ce n'est pas encore ça. Il faut trouver d'autres leviers économiques, c'est-à-dire travailler sur d'autres leviers économiques, comme l'agriculture. Vous vouliez en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il me semble que le Bénin est un pays essentiellement fiscal et qui a quand même des atouts au niveau de l'agriculture. Il faut diversifier les activités. La diversification de l'économie à travers le développement des filières agricoles et autres, pour quand même accompagner. Sinon, si on reste dans le tertiaire tout le temps, comme il le dit, la prestation des services, tout ça, ça ne développe pas une économie. Il faut la valeur ajoutée, comment on appelle ça, en transformant les matières premières sur place. C'est-à-dire, nous avons le coton. Si le coton, ne serait-ce que 10% était transformé sur place, ça apporte quelque chose, une valeur ajoutée. Tout à fait. Et donc, si on reste seulement dans le tertiaire, c'est-à-dire les prestations de services, je pense qu'on va tourner en rond tout le temps. Ce qu'il faut espérer, c'est que tant que le panier de la ménagère ne se portera pas bien, le Béninois lambda vous dira qu'il y a morosité économique. Et donc, il faut travailler à ce que le panier de la ménagère se porte bien, pour qu'on puisse parler de l'économie progressive. Merci. Merci à vous Nelson, merci à vous Gédéon également. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission pour parler cette fois-ci de la transformation agricole, mais avec des étudiants. En
encore étudiants, ils essaient déjà la transformation des produits agricoles. Ce sont les étudiants de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi qui ont eu cette initiative. Pour en parler, nous recevons dans cette émission un étudiant. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Gloria Oni. Ces produits agroalimentaires sont fabriqués au Bénin par des étudiants en agronomie qui sont déjà considérés comme des jeunes entrepreneurs. Les encourager et donner de la visibilité à leurs initiatives sont des conditions nécessaires pour le développement de leur entreprise. Entre autres activités menées par ces étudiants, la transformation du citron en jus de citron, la transformation du haricot en hué-hué. Par ailleurs, on note également des innovations dans leurs produits et en termes d'innovation, la transformation des insectes en produits cosmétiques. Nous avons eu à parler de la consommation des insectes aujourd'hui, donc comment intégrer les insectes dans l'alimentation. Et puis tout cela, c'est dans le cadre de pouvoir permettre à nos jeunes entrepreneurs de rester dans les règles, de faire grandir leurs entreprises en respectant les normes et en les connaissant et les faire connaître pas seulement dans le pays mais à l'extérieur petit à petit. Il faut donc respecter les normes pour avoir des produits de qualité et mériter la confiance des consommateurs. Pour y arriver, ces jeunes entrepreneurs en herbe reçoivent quelques rudiments. Les jeunes sont de plus en plus tentés d'aller à l'entrepreneuriat. Et la certification ou la mise en place des systèmes qualité dans les entreprises agroalimentaires sont obligatoires, je veux dire capitales, pour la prospérité, le développement des entreprises agroalimentaires. C'est toutes choses qui sont nécessaires pour que le consommateur puisse faire confiance aux produits que vous le mettez en place. À leur actif, plusieurs produits sont déjà fabriqués à base de matières locales. Ils sont même allés puiser dans les recettes de grand-mère. Le hué-hué fait du haricot et de l'huile rouge en est l'exemple. Voilà, nous sommes là pour parler de cette initiative de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, des jeunes étudiants encore en formation et qui transforment déjà les productions agricoles. Nous allons en parler et nous avons sur ce plateau déjà notre invité. Il répond au nom de Sidoine Dako. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune étudiant encore en formation? Oui, tout à fait. En fin de formation. En fin de formation. Oui. Nous allons parler justement de cette initiative et de voir ses retombées. Patrick, bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. C'est à l'université d'Abomey-Calavi que nous posons cette fois-ci nos valises pour comprendre l'importance de ce projet que la faculté des sciences agronomiques a créé. On parle de CRE agricole. Qu'est-ce que ça signifie? CRE Agri. Alors, CRE Agri, c'est un projet qui a été mis en place par la faculté et en particulier par le cercle d'études de documentation et de conférences, qui est une petite organisation au sein de laquelle se retrouvent des étudiants. Alors, pourquoi le projet CRE Agri? CRE Agri, d'abord, pour valoriser les innovations agricoles dans le développement au Bénin. Cette année a eu lieu la première édition et de nombreuses conférences, panels et enseignements ont été donnés avec la conférence qui a ouvert CRE Agri portant sur les insectes comestibles, leur introduction dans l'alimentation. Déjà, donnez-nous des détails par rapport à ces étudiants. Des étudiants dans quelle spécialité? Alors, actuellement, il y a plusieurs spécialités au sein de la faculté des sciences agronomiques, au nombre desquelles nous pouvons citer l'agroéconomie, la communication pour le développement rural, les techniques de nutrition et sciences alimentaires, de production végétale, de production animale, de génie rural et d'aménagement des parcours et ressources naturelles. Dans ce projet initié par la faculté des sciences agronomiques, vous jouez quel rôle? Parce que vous êtes étudiant en fin de formation. Oui, en tant qu'étudiant en fin de formation d'abord, je faisais partie du comité d'organisation du projet, mais aussi en tant que participant actif pour mieux apprendre. D'abord sur les insectes de notre alimentation, mais aussi les normes régissant la certification agroalimentaire au Bénin et les initiatives mises en place par l'État pour accompagner les jeunes entrepreneurs.
Et déjà, quels sont les produits alimentaires ou les produits agroalimentaires que ce projet est en train de mettre en œuvre, ou quels sont ces produits que ce projet est en train d'amener les étudiants à valoriser? Alors là, ce projet s'introduit toujours dans la valorisation du local, et comme nous l'avons vu, il y a divers produits qui sont déjà proposés, du sirop de citron, du ouais, une recette typiquement béninoise et traditionnelle. Nous avons des chips de banane, de la confiture de bissap et de la finti à base de néré en poudre. Donc une nouvelle innovation. Excusez la tautologie. Nous savons que la préparation, la conservation sont des enjeux auxquels les transformateurs, les jeunes entrepreneurs ou étudiants sortis de la faculté des sciences agronomiques doivent répondre pour s'assurer de la qualité des aliments. Et dites-nous, vous, quelles sont les normes les normes que vous respectez? D'accord. Pour parler des normes que nous respectons, déjà, au sein de la faculté des sciences agronomiques, nous avons un atelier de transformation, au sein duquel il y a un technicien et des étudiants déjà au master, détenteurs du master, qui est des étudiants de par les différentes productions et expérimentés du domaine des bonnes pratiques d'hygiène. Ils étaient étudiants à les respecter, notamment le port du cache-nez, le lavage des mains. L'autre chose aussi, on sait que la formation pour mieux développer les chaînes de valeur représente un grand challenge pour tout transformateur, pour tout entrepreneur. Et on sait qu'au-delà de la qualité du produit, il faut également travailler sur le logo, l'étiquetage, l'emballage. Est-ce que vous recevez des formations spécifiques dans ce sens pour être des entrepreneurs aussi grands comme ceux que nous connaissons? Alors là, je dirais que la formation ne doit pas forcément se limiter au niveau académique, mais il faudrait aussi rechercher des compétences transversales. Et pour rechercher les compétences transversales, la faculté est très ouverte parce qu'il y a différentes formations qui sont organisées par l'association des élèves ingénieurs agronomes, notamment dans le domaine de la confection de logos, dans la confection de sites web et dans la formation dans la production agricole. Si vous faites des formations qui touchent l'emballage, l'étiquetage, tous les aspects liés à la vente et au marketing, certainement. Déjà dans les curricula, tout à fait, les curricula, il y a l'apprentissage des stratégies marketing qui sont déjà données, mais la faculté des sciences agronomiques, à travers son association, a différents partenariats afin d'être plus impactante dans la distribution de leurs produits. Figurez-vous qu'à l'association des élèves ingénieurs agronomes, nous avons différentes unités de production, de poissons, de plants et aussi de transformation, du jus d'ananas, du jus de gingembre. Étudiant que vous êtes et jeune entrepreneur, est-ce que vous avez une idée de la certification? Quand on parle d'une entreprise et quand on a un produit, il faut arriver à certifier ce produit pour réussir sur le marché. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la certification est en train de prendre une place très importante, mais qui parle certification parle de grande vision, d'importation, de moyens financiers, de stabilité. Donc, en tant qu'étudiant, il faudrait d'abord chercher à parfaire le produit avant de vouloir aller à la certification, car après la certification, une modification n'est plus forcément acceptable. Tout à fait. Et pour parler de certification, je pourrais dire que, à part la certification formelle, nous pouvons avoir la certification du commerçant. Non, pas du commerçant, excusez, du client. Oui. Parce que lorsqu'il consomme le produit, il pourrait vous dire, bon, lorsque j'ai consommé ce produit, j'ai eu tel problème ou tel problème. Ou il pourrait aussi vous dire, lorsque j'ai consommé le produit, il n'y avait rien. Alors, pour le client, votre produit est peut-être sain, peut-être. Vous savez, avant, les doyens qui vous ont précédés, on voit des ingénieurs agronomes travailler dans des bureaux. Aujourd'hui, vous êtes encore en formation et déjà vous commencez à transformer, déjà même avant d'avoir votre parchemin. Quel est l'objectif final de cette initiative? Est-ce que vous vous voyez déjà en tant que grand patron d'entreprise demain? Ou quel est l'objectif que vous visez? Alors, particulièrement, moi, je ne me vois pas forcément en veste, cravate,
10 ans partout que je suis agronome parce que l'agronome, c'est un homme de terrain. Donc, je me vois en tant que chef d'entreprise en train d'apporter constamment de nouveaux produits pour le développement agricole et pour la croissance économique de mon pays, le Bénin. Et à travers ce projet que votre faculté a créé, a initié, quels sont vos besoins ou les besoins de vos camarades pour que ce projet puisse porter ses fruits? Pour que ce projet puisse porter ses fruits, nous avons notamment ou bien en particulier besoin de renforcement technique et organisationnel. Nous avons besoin que beaucoup plus d'entreprises qui œuvrent déjà dans le domaine agroalimentaire puissent nous accompagner afin de mieux faire passer le message déjà aux étudiants de la faculté, mais aussi à tout désireux de s'investir dans le domaine agroalimentaire. Mais à part cela, un accompagnement financier ne serait pas interdit. Et si là où vous êtes un partenaire technique où l'État accepte de vous donner le financement, qu'est-ce que vous avez fait avec le financement? Alors là, ce serait le jackpot. Oui, parce que ce financement nous servirait beaucoup parce qu'il nous aidera d'abord à inviter beaucoup de spécialistes parce que vous savez, le monde d'aujourd'hui est très capitaliste et sans le moyen financier, on ne peut pas forcément atteindre tous nos objectifs. Alors, ils seraient plus ouverts à venir parler de leurs expériences, mais aussi de nombreuses techniques qui pourraient être mises en œuvre, peut-être la mise en place des projets. Le projet Créari pourrait être un incubateur pour financer de nombreuses initiatives agricoles. Et voilà, Sidoine Dako qui nous édifie amplement sur ce projet. On comprend aisément que la faculté des sciences agronomiques a vu juste de créer ce projet et d'associer les jeunes, que vous êtes jeunes entrepreneurs, parce que vous avez cette vision de devenir un grand entrepreneur. Oui, un très grand. Un très grand. Oui. Et voilà, investir dans l'agriculture est l'un des moyens plus efficaces pour parvenir à la sécurité alimentaire et de connaître une croissance inclusive. Les étudiants de la faculté des sciences agronomiques l'ont compris, les dirigeants de cette faculté l'ont compris également, et il faut les soutenir. Merci. Effectivement, il faut les soutenir parce que c'est une initiative qui fait déjà de ces étudiants de jeunes entrepreneurs encore sur les bancs. Merci à vous d'être passé dans cette émission, Sidoine Dako, et merci également à vos enseignants qui vous encadrent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Week-Echo que nous avons eu le plaisir de vous avoir présentée. Prenez le rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h pour un autre numéro. Portez-vous bien, au revoir et à très bientôt.